Bonjour mes amis, je vous lis aujourd'hui une partie de mon livre Amour, guerre et échecs qui est paru dans l'édition Tradition. Si vous voulez le commander avec dédicace, vous pouvez m'envoyer un email. Vous avez l'adresse ci-dessous, vous allez sur mon site et vous pouvez le commander. Autrement, vous le trouvez aussi dans toutes les librairies ou directement chez l'édition. Alors, l'histoire s'appelle Un enjeu de vie ou de mort. Cela a eu lieu à Paris en juin 1794, ou comme les Français disent 1794. L'avocat Maximilien de Robespierre, originaire d'Arras, avait été élu quelques jours auparavant président de la nouvelle Convention par l'Assemblée nationale française qui était dominée par les révolutionnaires, faisant ainsi de lui l'homme le plus puissant de France. Le roi Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette, fille de l'impératrice autrichienne Marie-Thérèse, avaient été arrêtés quelques mois auparavant par les révolutionnaires pendant leur fuite, peu après l'abolition de la monarchie, et ils avaient été condamnés à mort et exécutés publiquement. Suivit la dictature de guerre du Comité de salut public avec à sa tête le très notoire Georges Danton, devenu chef de la Révolution après avoir été ministre de la Justice du roi. Puis vint la terreur du club des Jacobins. Chaque jour, des personnes étaient exécutées sur la guillotine grâce aux nouveaux tranche-têtes, conçus soi-disant pour réduire les supplices de la décapitation, soit parce qu'elles étaient éteintes contre-révolutionnaires, royalistes, nobles, exploiteuses du peuple, ou simplement pour avoir accusé sans preuve et par un sans-culotte d'actes subversifs contre la République. Une vie humaine ne valait pas cher en ces temps, et même Robespierre devait en faire l'expérience à peine un an plus tard. Mais en juin 1794, il se trouvait au zénith de son pouvoir. Il était de nature contradictoire. D'un côté, c'était un homme extrêmement instruit et sensible qui mettait le droit et le salut public au-dessus de tout, qui avait participé à forger les valeurs de la Constitution, liberté, égalité et fraternité du peuple, et qui avait obtenu l'émancipation et l'égalité des Juifs à l'Assemblée nationale française, le premier pays au monde nota bene. Il avait également plaidé pour l'abolition de l'esclavage et de la peine de mort, et passé pour être d'une intransigeance absolue. On le surnommait l'incorruptible. D'autre part, il était un membre dirigeant du club des Jacobins et il signa des milliers de condamnations à mort. En même temps, cependant, sa qualité de chef d'État lui conférait le droit exclusif de gracier les condamnés. En plus de son infatigable engagement pour la République, de son zèle révolutionnaire et de ses liaisons amoureuses si controversées avec Marie-Éléonore Duplay, dite Cornélie, qui étudiait la peinture et était la fille de ses hôtes à Paris, il avait une grande passion, le jeu d'échecs. Aussi souvent que les affaires de la Révolution le lui permettaient, il se rendait au café de la Régence, situé entre la rue Saint-Honoré et la place du Palais Royal, où on jouait aux échecs, aux dames et au billard. Les plus célèbres maîtres d'échecs français y venaient, de François-Antoine de Légal jusqu'à André Danican Philidor, qui les dépassait tous et qui était considéré comme le meilleur joueur au monde. Il devait mourir la même année que Robespierre, en 1795-1795. D'une mort naturelle toutefois, contrairement à celui-ci. Napoléon Bonaparte, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau et même Benjamin Franklin
comptaient eux aussi, parmi les joueurs d'échecs, fréquentant le café de la Régence, avant et après Robespierre. Un soir de juin 1794, par une journée inhabituellement chaude, Robespierre, l'homme le plus puissant de France, passa justement la porte du café en question pour s'adonner à sa passion. À peine était-il entré qu'un jeune homme, tout habillé de noir, s'adressa à lui. Maître de Robespierre, me feriez-vous l'honneur de disputer une partie d'échecs avec moi? Robespierre examinait le solliciteur. Même sa tête était dissimulée sous une capuche noire. Seule une partie de son visage en dépassait. Robespierre remarqua les yeux d'un bleu éclatant, les traits fins et le nez de taille particulièrement réduite. Pourquoi pas? Répondait-il. Je vous prie, et ne m'appelez pas maître. Aujourd'hui en France, nous sommes tous égaux. Monsieur ou citoyen suffit amplement. Bien, monsieur de Robespierre, répondit l'inconnu, mais je vous propose un pari. Le vainqueur pourra émettre un vœu. Il aura le droit de demander tout ce qu'il veut au vaincu, comme bon lui semblera. Y consentez-vous? Les joueurs d'échecs présents, la galerie et les autres clients avaient naturellement remarqué l'arrivée du président de la Convention nationale et y suivre attentivement sa discussion avec l'homme en noir. C'est certes inhabituel, jeune homme, dit Robespierre. Mais pourquoi pas? En ce temps, tout ce qui est nouveau est bienvenu. Entendu. Je relève le défi. Ils s'assirent à la première table disponible. Robespierre commanda 2 tasses de café, une pour lui et une pour son adversaire. On leur tendit un échiquier et les pièces. Ils les positionnèrent en un éclair. De nombreux spectateurs entouraient les 2 joueurs, curieux du déroulement de la partie et de l'issue du pari. L'inconnu avait les blancs et jouait l'ouverture la plus jouée à l'époque, la défense Philidor. Le pion sur E4 et le fou sur C4. Robespierre répondit avec E5, mais commit au deuxième coup l'imprudence d'avancer son cavalier de B8 à C6. Cela permit à l'inconnu de de faire tomber le pion de son adversaire sur F7, c'est ça le sacrifice, et intrépide de sacrifier son fou. Par la suite, cette manière de jouer serait qualifiée de style romantique. Aujourd'hui, il est refuté, mais autrefois, il était monnaie courante. Les spectateurs suivaient avec intérêt ce qui se passait sur l'échiquier. Lorsque Robespierre perdit sa tour sur A8, après plusieurs coups courageux de son adversaire, il le félicita sans la moindre hésitation et lui tendit la main en signe d'abandon. Les personnes alentour applaudirent et acclamèrent le jeune homme en noir sans craindre, Maximilien de Robespierre, jacobin pourtant très redouté. Il se tourna vers son adversaire et demanda: « Alors, jeune homme, vous avez gagné le pari. Quel est donc votre souhait ?» Le jeune homme n'était pas entièrement certain de pouvoir exprimer
le souhait qu'il avait fait venir au Café de la Régence et jouer aux échecs avec l'influent président de la Convention nationale. Et il posait d'abord une autre question en guise de réponse. N'ai-je à craindre si je formule mon souhait? Robespierre s'éclaircit la gorge. Écoutez bien, mon jeune ami. Tout le monde sait que je suis un homme d'honneur. Quel que soit votre souhait, il vous est accordé dans la mesure où ce n'est pas en mon pouvoir et où cela n'enfreint pas la loi. Alors son adversaire enleva sa capuche noire, découvrant ses longues boucles d'or. Interloqués, les spectateurs, tout comme Robespierre, constatèrent que celui qu'il avait vaincu à l'échiquier n'était pas un homme, mais une jeune et jolie femme. Pas mal, dit Robespierre. Votre surprise est réussie. Et maintenant, voulez-vous me tirer dessus? Non, répondit la femme. Bien au contraire. Vous devez être en vie pour exaucer mon souhait. J'espère que cela n'est rien d'interlope ou d'incédent, d'indécent. Non, ce n'est vraiment pas interlope ou incident. Alors parlez enfin, ne me mettez pas plus longtemps à la torture et dites-moi enfin ce que vous désirez. La jeune femme saisit son courage à deux mains et regarda Robespierre droit dans les yeux. Vous connaissez Jean-François de Préjeux? Commença-t-elle. De Préjeux. Oui, le nom me dit quelque chose, mais ce n'est pas quoi. Pour le moment, éclairez-moi. C'est mon fiancé, l'amour de ma vie. Vous m'envoyez ravi, jeune dame. Mais qu'ai-je à voir avec lui? Vous avez signé sa condamnation à mort hier. Il doit être guillotiné demain matin, à 6 heures, dans la rue de la Croix-Faubin, sur la petite place devant la prison de la Roquette, où il se trouve depuis une semaine, parce que des voisins envieux et mal intentionnés lui ont imputé des propos contre-révolutionnaires. Je peux vous assurer que l'accusation n'est absolument pas fondée et qu'elle ne correspond en aucun cas à la vérité ou à la réalité. Mon fiancé est un honnête citoyen français, défend l'égalité et la fraternité de tous, et n'a jamais rien dit ni fait contre la Révolution. Vous seul, monsieur de Robespierre, avez le pouvoir de le gracier. C'est tout ce que je souhaite, et rien d'autre. Les spectateurs retenaient leur souffle. La jeune femme risquait beaucoup, sa vie éventuellement. Demander qu'un contre-révolutionnaire soit gracié pouvait également signifier la peine de mort pour celle qui le demandait. Robespierre l'observa pendant plusieurs secondes, d'un regard pénétrant, cherchant à deviner si elle avait dit la vérité. Un silence de mort régnait dans le café. Personne ne bougeait, ni ne prononçait le moindre mot. Le temps semble arrêté. Cela parut durer une éternité à la jeune femme. Elle soutint cependant
son regard. Que cela vous soit accordé, finit par dire, exigeant une feuille de papier. Il rédigea l'acte de grâce de sa propre main et le tendit à la jeune femme. On parle de Robespierre, naturellement. Elle s'en saisit d'une main tremblante et le cœur battant. Le remercia poliment, prit congé et sortit à la hâte du café. On ne le rêvait plus jamais au café de la Régence. Mais il s'est dit qu'il aurait eu 5 enfants avec Jean-François de Préjeux. Un de la descendante serait un certain Charles de Gaulle, le plus grand citoyen du XXe siècle, qui a maintenu l'esprit de la résistance des Français contre l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a participé à la victoire contre les nazis et qui a préservé l'honneur de la France. C'est ainsi qu'une petite partie d'échecs, dont presque plus personne ne se souvient aujourd'hui, et qui s'est déroulée il y a plus de 200 ans, dans un café qui n'existe plus depuis bien longtemps, eut une influence décisive sur l'histoire de la France. Voilà. Si cette histoire vous a plu, et si vous aimez encore beaucoup d'autres, vous pouvez les lire dans mon livre Amour, guerre et échecs, paru dans l'édition Tradition en 2016. Aujourd'hui, on a 2019, mais le livre est toujours disponible. Vous pouvez le commander chez moi. Vous voyez mon adresse email, respectivement mon site internet, et je vous le ferai parvenir avec grand plaisir, dédicacé à vous personnellement.